Armeniyen dergisi editörü. 2010 yılında Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Ermeni çalışmalarına katkılarından dolayı başkanlık ödülü, 2015 yılında Legion d'Honneur ödülü sahibi, International Association for Armenian Studies'in yönetim kurulu üyesi. Çok sayıda eserin sahibi olan Kevorkian'ı Türkiye'de okuyucular, Türkçe'ye de çevrilen Le Génocide des Arméniens adlı kitabıyla tanıyor. Bugünkü konuşması Le rôle des Arméniens dans la révolution industrielle ottomane. Profesör Kevorkian. Merci pour l'invitation. Désolé de ne pas pouvoir m'exprimer en turc. Malheureusement, j'ai juste un niveau de turc du niveau familial. Voilà. Alors, le sujet qu'on aborde là est quand même assez complexe et finalement assez mal étudié jusqu'à présent. Alors, le rôle des Arméniens, des Grecs, des Juifs, dans le développement de l'économie ottomane est relativement connu, mais je pense qu'on en a fait un petit peu un mythe. Alors je voudrais ramener dans la deuxième moitié du 19e siècle en particulier ces minorités non musulmanes à qui a un poids considérable. Alors le premier élément évidemment c'est la structure même de l'Empire ottoman et la division du travail qui existe presque dès sa fondation, avec les non-musulmans qui sont limités à des tâches très particulières. La division du travail, elle se fait, donc le politique et le militaire restent un apanage, les prérogatives donc du groupe musulman, et les chrétiens et les juifs, bien qu'en termes démographiques les juifs ont un poids nettement inférieur, sont relégués aux tâches de commerce d'abord et aux tâches de production, évidemment artisanale dans les premiers siècles, et qui va prendre après une forme industrielle. Donc, alors c'était un système relativement équilibré, mais qui va prendre une forme très déséquilibrée, justement au moment de l'industrialisation. Donc on touche là un point assez capital de l'histoire économique de l'Empire ottoman, qui va avoir d'ailleurs même un impact direct sur la Turquie au cours, entre autres, dans la première moitié du XXe siècle, jusqu'aux années 1950. Alors, ces Arméniens, déjà, ils ont on va dire, une représentation démographique assez dispersée dans l'Empire, mais avec évidemment une forte concentration dans leur région historique, qu'on appelle à la fin du XIXe siècle, les 6 vilayets orientaux, 5 ou 6 vilayets orientaux. Je voudrais souligner un point d'emblée, c'est que l'image de l'Arménien, c'est celle d'un commerçant. C'est une image qu'on trouve aussi bien en Europe, en France ou ailleurs, mais c'est une image aussi, presque un préjugé, qu'on retrouve dans l'Empire ottoman et en Turquie. Or, quand on observe la répartition démographique et le profil sociologique de ces populations arméniennes, on observe dans la deuxième moitié du XIXe siècle qu'environ 80% de cette population arménienne est rurale, c'est-à-dire elle vit du travail de la terre. C'est un élément qu'on oublie beaucoup. Donc, en disant ça, déjà, je resserre un petit peu le profil
de cette couche de la société arménienne, très minoritaire, qui va effectivement jouer un rôle important dans le développement de l'économie ottomane. Donc, premier élément, ce profil assez singulier lié à la division du travail. Le deuxième élément qu'il faut souligner ici, c'est du fait même de cette division, les élites arméniennes, comme dans tous les groupes, il y avait des élites parmi les Arméniens, eh bien ces élites, elles se sont adonnées principalement au commerce international. C'était une des rares opportunités qu'ils avaient de pouvoir exprimer leur capacité dans toute leur ampleur. Alors ce commerce international, Edmund Herzig ce matin l'a pas mal développé pour la partie, pour la Perse, pour l'Iran. Il faut souligner que ce commerce international, il est également pratiqué par des Arméniens de l'Empire ottoman, avec trois fortes concentrations de grands négociants internationaux arméniens sur les trois échelles du Levant, c'est le terme qu'on emploie à l'époque, Alep avec Alexandrette, Iskanderoum, et Smyrne, Izmir bien sûr, et Istanbul. Donc dans ces trois villes, on va voir se développer principalement au cours du XVIIe siècle, une élite marchande arménienne qui va faire du trafic, du commerce avec plusieurs ports d'Europe. Le premier, c'est une tradition très ancienne arménienne depuis le Moyen-Âge, c'est évidemment Venise, mais qui va avoir pour les négociants arméniens une époque d'or, c'est le XVIIe siècle. Bien sûr, également dans l'évolution au XVIIe siècle, à souligner le port qui se rattache au Médicis de Florence, le port de Livourne, où une présence commerciale arménienne est très importante. Et puis, peut-être l'endroit le plus important où on les retrouve, c'est évidemment Amsterdam. Amsterdam est devenu une plaque tournante économique au XVIIe siècle qui a particulièrement attiré les négociants arméniens. Alors, il y a des spécialités, j'ai entendu ce matin ce que disait Edmund, pour les Arméniens de l'Empire ottoman, la spécialité principale, c'est le commerce de la soie. Le commerce de la soie et le deuxième niveau, le commerce des pierres précieuses qui viennent également d'Asie. Alors, ce sont des profils d'individus assez singuliers et ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'ils ont très très vite acquis le goût de la connaissance en se frottant en fait avec d'autres cultures, d'autres civilisations. C'est valable pour l'Asie, les Indes, etc., mais également valable pour l'Europe. Et on voit des influences, par exemple, vénitiennes très marquées dans la décoration de leurs demeures dans la capitale ottomane ou ailleurs. Donc, comme deuxième élément de racine du rôle arménien dans le développement de l'industrialisation, il y a cet aspect de pratique du commerce international qui est très ancienne, et le goût, donc, des innovations. Voilà, c'est le mot qui convient. Un des meilleurs exemples qu'on a à ce sujet concerne, par exemple, l'acquisition des techniques de l'imprimerie, de la typographie, dès le XVIe siècle, à Venise, par les Arméniens, alors que dans l'Empire ottoman, il a quasiment fallu attendre le XVIIIe siècle pour voir les premières impressions en langue ottomane ou arabe. Un point à souligner qui va me permettre de faire un lien bien net, c'est une coopération marquée entre
élite commerçante arménienne et élite intellectuelle arménienne. Or, ces élites intellectuelles arméniennes au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, ce sont des clercs, des religieux, des évêques, des docteurs en théologie, qui vont être d'ailleurs les fers de lance, par exemple, de l'acquisition des techniques typographiques, mais qui vont s'appuyer pour cela sur les moyens financiers qui sont apportés par les négociants arméniens. Donc une coopération très ancienne entre deux élites et qui va perdurer quasiment jusqu'à la fin de l'Empire ottoman. Alors, il y a évidemment un élément clé qui va être un déclencheur de progrès dans la société arménienne à partir du XVIIIe siècle, le début du XVIIIe siècle. C'est le rôle qui va aller grandissant de la congrégation des moines mékitaristes de Venise et après de Vienne. Pourquoi cette congrégation, quelque part, elle est héritière de ces premiers clercs arméniens qui sont venus travailler en Europe pour acquérir les techniques typographiques. Mais avec la congrégation mékitariste, on va passer à un stade supérieur. Les mékitaristes vont créer une école, dans le sens intellectuel du terme, une école, je dirais, arméno-latine, on peut dire ça, pour la qualifier, dans laquelle, outre des éléments d'enseignement religieux, ils vont enrichir leur enseignement de tous les acquis de la Renaissance européenne et progressivement, en suivant de très près tous les savoirs, les progrès scientifiques qui ont lieu en Europe, qu'ils acquièrent et qu'ils vont transmettre à leurs élèves qui viennent pour l'essentiel de l'Empire ottoman, avec une forte concentration du nombre d'élèves en provenance d'Istanbul. Jusqu'au début du XXe siècle, ça c'est un élément un détail à mon avis essentiel, 80% environ des membres de la congrégation mékitariste sont issus de la communauté arménienne catholique d'Istanbul. C'est pas négligeable. Mais par contre, au niveau de leurs élèves, on trouve un éventail complet. Je veux dire, il n'y a plus aucune ségrégation en termes de confession. Et les écoles des pères mékitaristes, principalement les collèges de Padoue et de Venise pour le XIXe siècle, vont être une pépinière, bien sûr, d'intellectuels qu'on va retrouver après et qui vont faire fructifier la vie culturelle des Arméniens de la capitale et de province, mais pas seulement. Ils vont y former des jeunes gens qui vont prendre à leur retour des initiatives et qui vont avoir déjà le goût de la connaissance et qui vont introduire dans l'Empire ottoman des savoirs, voilà, et des innovations. Voilà, me semble-t-il, donc un élément, on va dire, structurel, le système ottoman, un apport extérieur, à travers l'enseignement des mékitaristes, qui va se prolonger dans l'Empire avec le développement d'un système scolaire arménien aussi, qui va jouer un rôle très important. À la veille de la Première Guerre mondiale, on compte environ 3000 établissements scolaires arméniens, environ 2000 qui sont rattachés au patriarcat arménien apostolique, donc de Constantinople, avec toute sa structure, et un millier d'autres qui se partagent entre donc des établissements scolaires ou de milieux catholiques arméniens directement, ou bien tout simplement de frères, principalement français et italiens, dont l'héritage perdure encore jusqu'aujourd'hui en Turquie, spécialement à Istanbul. Et puis aussi un autre élément qui n'est pas à négliger,
c'est un certain nombre d'établissements scolaires fondés par des missionnaires américains. Ils continuent d'ailleurs dans leurs efforts jusqu'aujourd'hui. Donc c'était établissement scolaire américain d'assez haut niveau, souvent rattaché à des systèmes hospitaliers, avec un système de bourse pour envoyer des élèves se former aux États-Unis, qui rentrent après chez eux et qui apportent par exemple les progrès principaux en médecine, en milieu arménien en tout cas, mais je crois qu'on peut parler même plus largement de l'Empire ottoman, et le fait de missionnaires américains qui ont bâti de toutes pièces une communauté arménienne protestante qui a eu un rôle non négligeable également dans le développement économique du pays. Alors, où se localisent où se concentrent ces développements économiques? Ils sont principalement concentrés clairement dans la partie ouest, en Anatolie, et autour de Constantinople. Et déjà, c'est quand même intéressant à souligner, par exemple, la région de Bursa, qui est particulièrement industrialisée aujourd'hui en Turquie, est déjà un pôle où on a un développement d'un certain nombre d'industries mécanisées. Bon, on a évoqué ce matin la concurrence des produits manufacturés en provenance d'Europe. Ça a été à la fois un drame pour les artisans qui produisaient par exemple des textiles, et en même temps un bienfait puisque ça a obligé les entrepreneurs, les premiers entrepreneurs dans l'Empire ottoman, à acquérir du matériel pour concurrencer par exemple les draps qui venaient de Hollande ou d'Angleterre. Voilà. Et autour de Bursa par exemple, il y a des magnaneries, donc des usines qui tissent la soie, extrêmement performantes, et qui vont rapidement venir concurrencer les soies de Lyon, qui étaient quasiment dominantes. C'est-à-dire, en fait, les Lyonnais, les soyeux lyonnais exportaient dans l'Empire ottoman et bien au-delà, et la production artisanale était incapable de résister à ça. Donc, ça a engendré une mutation qui se concentre quand même autour des grandes villes. Donc, Smyrne, bien sûr. Alors, je vous donne quelques éléments démographiques pour à peu près situer le potentiel. À Smyrne, il y a à peu près de manière régulière une présence arménienne d'environ 10 000 individus. Et c'est vrai au XVIIe siècle, et c'est à peu près vrai, à peine un peu plus, au début du XXe. Vous voyez, l'évolution, elle est stable. Pour Constantinople, cet artisanat arménien que M. Genge a évoqué ce matin, il est dynamique. Par exemple, au XVIIe, on sait, par les sources ottomanes en particulier, que les Arméniens avaient une sorte de monopole de l'impression des indiennes. Vous savez, c'est avec des tampons en bois, on copiait en fait les textiles qu'on appelait les indiennes, qui étaient jusque-là exportés d'Inde et qu'on produit ici. Une technique d'ailleurs qui a été développée principalement par les Coptes d'Égypte, mais que les Arméniens ont repris. Voilà. Donc, j'évoquais la région de Bursa, les magnaneries. Alors après, il y a des éléments plus importants, quelque part. C'est le développement de la mécanisation de l'agriculture. Alors, pour la mécanisation de l'agriculture, il y a une région qui a été une sorte de région pilote, qui avait un immense avantage, c'est qu'elle était située près des ports en Méditerranée. C'est ce qu'on appelle la Cilicie, Çukurova, je crois, voilà, pour bien clarifier les choses.
il y a une plaine très réputée qui s'appelle la plaine d'Adana, où on a commencé dans les années 1880-90 à développer de manière extensive la production du coton. Donc ce coton, dont les premières entreprises mécanisées de textiles en Turquie avaient besoin pour leur propre production et non pas être contraints d'importer, par exemple d'Égypte ou d'ailleurs, les matières premières. Donc la région donc, de la plaine d'Adana, en 1909, lorsque des massacres s'y produisent, est une région en plein développement. Alors ce qui est intéressant de souligner dans le cas de la plaine d'Adana également, c'est qu'il y a une étroite coopération là entre entrepreneurs arméniens et entrepreneurs européens qui viennent travailler sur place. Vous avez observé que dans tout ce que j'ai dit, j'ai quasiment pas évoqué les 6 vilayets historiques arméniens où en fait l'industrialisation n'a quasiment pas eu lieu, ou en tout cas de manière indirecte, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route. On commence vraiment à les construire très très tardivement. Donc un manque d'infrastructure, un manque de capacité de transport, des difficultés à acquérir de la matière première. Donc on y vit encore au rythme de l'artisanat, mais on observe quelques signes. Par exemple, il y a un établissement qui me paraît très symbolique et révélateur, ce sont les établissements Ibranosian. Peut-être on voyait des publicités dans tous les journaux à l'époque. C'était une chaîne de magasins qui vendait de tout. Ça allait de la quincaillerie jusqu'à l'épicerie, très diverses, et qui étaient installées dans quasiment toutes les villes de l'Empire ottoman, y compris des villes comme Erzurum, Sivas, etc. Toutes les petites villes avaient des magasins Ibranosian. Alors ça c'est intéressant, ce sont en quelque sorte les ancêtres de la grande distribution qu'on connaît aujourd'hui avec des hypermarchés, hein, et où on trouve en fait tout le nécessaire, et ils viennent casser une vieille tradition des colporteurs, hein, qui allaient de village en village avec leurs mulets ou leurs dromadaires pour vendre les marchandises dont la population avait besoin. Ça, ce sont des signes quand même de modernisation très clairs de cette société. Ensuite, il y a un point que je n'ai pas du tout abordé et que je veux maintenant un petit peu traiter qui me paraît essentiel, c'est tout ce qui touche à l'aspect financier. Bon. Pour l'aspect financier, ce matin, il y a eu quelques éléments qui ont été donnés. Je vais être obligé un petit peu de répéter certaines choses. Il est clair que jusqu'environ 1850, c'est le vieux système ottoman qui fonctionne, financier, donc avec les sarrafs banquiers qui sont les garants des grands vizirs, etc. Bon, c'est un mode de fonctionnement interne qui a sa logique, mais qui permettait en tout cas, qui avait l'avantage de permettre au pouvoir ottoman de gérer à sa guise les pratiques internes. Et en gros, il y a eu 3 périodes de grands banquiers. La première période, elle est principalement grecque. Hein, ce sont les financiers grecs qui assurent ce rôle de garant des vizirs ou des grands vizirs, en gros jusqu'au XVIIe siècle. À la fin du XVIIe, il y a un relais qui est pris par les financiers juifs, ça c'est clair, et qui arrive un petit peu en bout de course dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc vous voyez, il y a vraiment un partage très clair, principalement parce qu'il y avait
les historiens se connaissent assez bien ça, parce qu'il y avait une sorte de coopération qui devenait dangereuse pour le pouvoir entre les janissaires et les financiers. Voilà, c'est classique ça comme phénomène. Et le troisième groupe qui prend le relais, ce sont effectivement les amirats arméniens dont on a parlé ce matin, qui vont jouer ce rôle jusqu'à 1850. Alors ces amirats, on les a mis en exergue. Alors c'est vrai que la plupart sont devenus aussi au sein du milieu arménien des mécènes remarquables. On leur doit la construction d'églises, d'écoles, etc. Mais ce sont quand même des gens qui restent à la merci du pouvoir. Et on a des cas de famille. Quand les finances du sultan étaient trop basses, eh bien, on mettait la main sur les biens d'une famille. Et souvent, ça finissait avec l'exécution, la pendaison le plus souvent des membres de la famille. Et on renflouait comme ça les caisses. À partir de 1850, il y a une rupture qui est absolument essentielle et qui explique en partie la situation contemporaine de la Turquie. C'est l'introduction de la finance européenne dans l'Empire ottoman avec le début du système de la dette, des emprunts perpétuels qui sont faits par la Sublime Porte et qui vont entraîner une perte de souveraineté. Ça, c'est un point essentiel. Une perte de souveraineté des sultans ottomans au profit d'institutions européennes. Ce qu'on appelle la dette ottomane, c'était un établissement et c'est comme ça. Il avait un nom français à l'époque. La dette ottomane est assez révélatrice. Elle est gérée par des administrateurs français et britanniques qui sont les principaux créditeurs de l'Empire ottoman. Et pour financer, renflouer les caisses de la dette ottomane, le pouvoir ottoman cède des droits, la collecte d'impôts, par exemple sur les tabacs, par exemple sur l'alcool, qui sont directement prélevés au profit de la dette ottomane. Alors, j'évoque cet élément parce que je pense que dans la conscience turque en particulier, cette perte de souveraineté a été un début de trauma. Voilà. Si je mets en parallèle avec ça les progrès socio-économiques assez remarquables des Grecs plutôt dans la partie ouest, plutôt en Anatolie, en termes socio-économiques, et des Arméniens dans la partie est, on se retrouve avec des déséquilibres socio-économiques profonds qui ont sans doute beaucoup nourri un certain nombre d'éléments qu'on peut qualifier de stigmatisation progressive, qui est due essentiellement à ces déséquilibres socio-économiques. C'est-à-dire ce début d'industrialisation a pesé très très lourd dans l'évolution également donc politique de l'Empire ottoman de mon point de vue. On ne peut pas tout expliquer par cela bien sûr, mais c'est un élément à mon avis qui est assez considérable. Je ne peux pas faire de statistiques devant vous sur le profil sociologique de ces populations arméniennes principalement urbaines, mais on pourrait les faire presque assez facilement grâce aux annuaires orientaux. Je suis sûr que certains d'entre vous ont dû consulter ces annuaires. Ils font souvent plus de 1000 pages et on a des indications très précises on a en fait les adresses, parfois même les numéros de téléphone, surtout pour la capitale, par exemple, d'avocats, d'agents d'assurance,
de banquiers, et puis de toutes ces entreprises qui fleurissent, qui se développent dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et à travers les noms, on peut assez facilement identifier le groupe auquel ils appartiennent. Ça, bon, ça me paraît évident. Et, justement, ces annuaires montrent des éléments de déséquilibre socio-économique dont on retrouve la trace dans des témoignages par exemple, de consuls qui travaillent à Sebaz, à Erzurum ou ailleurs, et qui évoquent effectivement des tensions locales qui sont dues à ces déséquilibres, c'est-à-dire une prospérité indéniable qui ne profite pas ou peu aux populations musulmanes locales. Alors, par contre, il y a deux éléments qui sont intéressants, qui annoncent déjà une évolution. La première, c'est qu'on observe des associations, c'est-à-dire qu'en fait, un entrepreneur arménien et un entrepreneur turc s'associent dans une entreprise et la développent ensemble. On a des cas très concrets, par exemple sur Erzurum. Je vais vous donner même un détail intéressant qui concerne plus ma spécialité. En 1915, quand, par exemple, l'entrepreneur arménien se met en route vers une destination inconnue, c'est son associé turc qui se charge de conserver ses biens et même récupère deux des plus jeunes enfants en les faisant passer pour les siens, parce qu'il se doute un petit peu de ce qui va se passer, et qui conserve ses biens et qui s'engage à restituer, et qu'il va restituer au gamin qu'il va élever quelques années plus tard. Voyez. Donc, il y a un début de coopération. L'autre élément intéressant, c'est une loi qui est passée en 1912, je crois, j'ai un petit doute, 11 ou 12, qui concerne l'apprentissage. Ça, c'est très important. Donc, c'est une loi qui impose aux maîtres artisans arméniens de prendre avec eux des artisans qui ne sont pas issus du milieu arménien, mais qui peuvent être turcs, kurdes, plutôt turcs. Avec les Kurdes, c'est un cas, pour la partie sud, c'est un cas spécifique, puisqu'on est dans un monde tribal compliqué. Voilà, donc où la nature des relations sociales était plus complexe. Mais pour des régions plus classiques, donc il y a je trouve que cette loi, elle est extraordinairement révélatrice. C'est-à-dire que on décide de casser ce vieux modèle de division du travail que j'ai évoqué au tout début de mon intervention, de le casser pour passer à un modèle où il faut créer une classe moyenne, en quelque sorte, qui soit équilibrée et où tous les groupes se retrouvent. Vous voyez, un élément, je pense, essentiel. Et ça va marcher. Je vais finir avec un dernier point qui me paraît important. C'est vous savez qu'il y a eu évidemment des transformations, on va dire, politiques, idéologiques à partir de 1908 avec l'arrivée du comité Union et Progrès au pouvoir. C'est d'ailleurs lui qui fait passer cette loi sur l'apprentissage, mais des petits détails révélateurs. Il n'y avait pas de budget prévisionnel existant en Turquie. Et quand le Parlement a été donc réinstauré en 1908, à l'automne 1908, une des premières choses qui a été faite, c'est de prévoir la création d'un budget prévisionnel pour pouvoir gérer l'État convenablement. Et celui qui prépare la loi et qui la porte même devant le Parlement, il s'appelle Krikor Zorab. Bon, il y en a certains d'entre vous qui le savent. Vous voyez, c'est un détail intéressant. C'est un outil de modernisation de la société
qui est absolument essentiel. Et ça vous montre aussi, je crois, une démarche loyale, me semble-t-il, des députés arméniens qui jouent leur rôle de sujet ottoman. Moi, j'emploie pas le mot de citoyen pour cette époque, ça convient pas, sujet. Mais bon, des sujets loyaux. Voilà, je voulais insister un petit peu sur ce point. Alors, concernant, je vais conclure sur quelque chose de peut-être qui va choquer certains. J'ai lu, je voulais commencer mon intervention en évoquant une phrase de Fernand Braudel qui est terrible. Elle se résume ainsi, je vais la lire. Il parle des Arméniens et il parle des négociants arméniens du XVIIe siècle. Et il dit, ils se sont perdus dans leur réussite même. Voilà. Ça mérite réflexion, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que il y a une réussite, mais elle a un caractère principalement familial. Mais il n'y a pas de réussite collective. Vous voyez, voilà, ça, c'est lourd, c'est lourd. Ça fait pas mal d'années que je réfléchis à cette sentence douloureuse. Il me semble qu'il y a un autre élément aussi qu'il faut prendre en compte, c'est la capacité d'adaptation des Arméniens à un statut de protégé. Et moi j'emploie un autre terme, et ça aussi ça mérite peut-être réflexion, je dis qu'ils ont acquis une culture de satrape. Voilà, je vous remercie. Profesör Kevorkian'a bu kapsamlı ve güzel konuşması için çok teşekkür ederiz. Şimdi sorularınız varsa alalım. Ah, la sentence? Ok. Ils se sont perdus dans leur réussite même. Ah oui, oui, oui. Oui, j'ai dit que il y avait une réussite effectivement, mais qui avait un caractère familial et que par contre, en termes collectifs, c'était un échec. Voilà. Evet, sorularınız varsa. Okey, salonda soru yok O herhalde. zaman ben bir küçük duyuru yapayım. Ara mı vereyim? Evet, 5'e kadar. Şimdi ara vereceğiz 5'e kadar. Pardon. Lütfen. 1915'e kadar getirdiniz. Belki konuşmanın kapsamında 1915 sonrası yoktu ama kabaca soracak olursak 1923'ten sonra Cumhuriyet resmi anlatılarında o zaman Cumhuriyet'in bir topluluğu yönetecek kadar bir gücü yoktu derler. Düzeldi mi şimdi şey? Cumhuriyet kurulduğu zaman bir topluluğu yönetecek kadar bir gücümüz yoktu derler. 1915 sonrasındaki Ermeni tüccar ve sanayici sınıfının kaybolması acaba Cumhuriyet'in devraldığı ekonomik tablodaki eksikliğin bir nedeni midir?
j'évoquais les déséquilibres, effectivement, les historiens de l'économie conviennent de dire que jusqu'aux années 1950, donc assez tardivement, la Turquie est en manque de spécialistes, de savoir-faire. Et après, il y a eu une politique de l'État turc qui a consisté à envoyer des jeunes gens se former en Europe ou après aux États-Unis, et qui a permis très lentement de combler ces vides. Mais il y avait quand même, après-guerre, une présence arménienne, grecque et juive, surtout à Istanbul, non négligeable, et qui a permis un petit peu, je pense, de combler les manques de compétences qui étaient criants à l'époque. Ben yavaş konuşulmasını rica ediyoruz. Çünkü simultane tercüme yapıldığı için. Vous avez dit que vous avez parlé sur le marchand et le producteur de soie à Bursa. En même temps, je voudrais savoir s'il y avait les Arméniens parmi les producteurs et marchands de soie à Lyon aussi, en même temps. Non. Est-ce qu'il n'y avait aucune relation? Non. Non? En fait, les soieries lyonnaises, elles ont été créées pour essayer de concurrencer les soies que les négociants arméniens amenaient à Marseille. Ils avaient un quasi-monopole. On a des statistiques très précises. Par exemple, on a les nolissements de bateaux, c'est l'expression officielle, pour Smyrne, pour Izmir, pour les années 1680-90, mais bateau par bateau, et on a le nombre de balles de soie qui vont aller à Marseille sur des navires provençaux de manière très précise, et on a souvent le nom des marchands, et on voit que grosso modo le chargement, 80% du chargement, c'est des négociants arméniens. Et donc ils ont voulu, après la France a essayé de mettre en place des barrières douanières, vous voyez, c'est pas nouveau, hein, ces méthodes, et ils n'ont pas réussi, et c'est Colbert donc qui a progressivement fait progresser les usines, mais les Arméniens n'ont eu aucun rôle là-dedans, non. Ils en ont eu un peu plus au sud pour les teintures. Voilà. C'est les Arméniens qui ont introduit les techniques de teinture, voilà, de la Garance notamment, dans la région de Avignon. Vous avez parlé de l'administration de la dette publique ottomane comme une perte de souveraineté. Vous avez dit que l'administration de la dette publique ottomane était très douloureuse pour l'élite turque, Oui. Parce qu'il était une perte de souveraineté fiscale. Savez-vous des détails sur la collection des taxes par l'administration de la dette publique ottomane et le rôle que les Arméniens ont pu jouer dans ce process et la réaction des notables des villes qui ont perdu leur revenu. Alors, il y a des archives immenses là-dessus qui sont, je pense, il doit y en avoir en Turquie, mais il y en a beaucoup également en France, au Quai d'Orsay, et à Londres. Voilà. Alors, oui, il y avait effectivement, au sein de cette administration de la dette ottomane, qui avait des bureaux un peu partout dans l'Empire, il y avait effectivement des administrateurs ou des fonctionnaires ou des hauts fonctionnaires arméniens. Mais pas seulement. Bon, j'ai évoqué, par exemple, au tout début, le rôle culturel, éducatif des mékitaristes. Il
y a toute une génération de jeunes Arméniens qui maîtrisaient les langues européennes, et principalement le français à l'époque, qui était la langue véhiculaire de toute l'élite, qu'elle soit turque, arabe, arménienne, grecque, juive, tout le monde parlait, enfin toutes ces élites parlaient le français. Et donc ils étaient recrutés, évidemment. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la deuxième, à partir de 1840-50, on voit aussi toute une classe d'Arméniens qui rentrent dans les administrations ottomanes. Et là, on convient de dire que c'est le modèle égyptien qui a été déterminant. En gros, l'approche de Mehmed Ali et de ses successeurs qui font appel à toutes les compétences locales sans aucune, vous voyez, voilà, vous avez compris, sans aucune restriction due à une appartenance religieuse, etc., qui est un facteur qui a été un facteur de succès socio-économique et politique, voire militaire, pour l'Égypte bassale, qui à un moment était plus forte que l'Empire central. Et ça a été aussi un trauma qu'Istanbul a vécu, que la Sublime Porte a vécu, et qui a dû être un élément déclencheur ils ont copié un peu le modèle égyptien, et ils ont fait appel, effectivement, vous voyez, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'économie, un nombre croissant de chrétiens ou de juifs qui rentrent comme hauts fonctionnaires, parfois jusqu'à à la toute fin, il y a quelques ministres, mais au moins un statut de très haut placé. Les juristes, etc., qui ont fait leurs études de droit à la Sorbonne. Je comprends tout ça, mais Ouais. on sait que l'administration de la dette publique ottomane a taxé plus effectivement comparé à les multisimes. Oui. Et le trésor ottoman a reçu beaucoup plus d'argent par le biais de l'administration Oui. de la dette publique Oui. ottomane. Ce que je voudrais savoir, c'est la réaction des notables locaux musulmans qui ont perdu leurs revenus. Oui, eh bien, ce que vous évoquez, en fait, c'est la transition entre le système décentralisé traditionnel et le passage à un État centralisé, Oui. bon, Oui. qui a été lent quand même, et où il y a plusieurs effets. Par exemple, dans les zones où les haras kurdes étaient dominants, ça a été très violent. Ils ont perdu leurs prérogatives, le pouvoir de prélever un impôt qui était officieux, mais qui prélevait en toutes circonstances pour un mariage, un baptême, tout ce que vous voulez. Enfin, il y avait toutes les occasions, mais il y avait un équilibre quand même. Le même haras assurait la sécurité du village où il prélevait son impôt. Donc, c'est la rupture de ce modèle qui a, et l'industrialisation, les deux vont ensemble. Perte de pouvoirs locaux, c'est moins sensible au nord, les régions par exemple de Erzurum, c'est beaucoup moins sensible là, parce que on n'a pas le système des haras, c'est des notables locaux, propriétaires terriens principalement, et qui peuvent continuer à exploiter leurs métayers, qu'ils soient turcs, kurdes ou arméniens. Voilà. Merci bien. Efendim ben Türkçe soracağım. Şimdi bu Osmanlı İmparatorluğu'ndaki batılılaşma sürecinde bu gayrimüslim cemaatler içinde, mesela Museviler, Rumlar içinde bir ayrışma oluyor. Batılılaştıkça bu cemaatlerin elitleri ile diyelim daha geride kalmış eğitimsiz çoğunlukları arasında bazen bayağı bir gerilimler oluşuyor. Mesela bir anekdot aklıma geliyor.
18. yüzyıl sonlarında Abdülaziz zamanında zannediyorum bir komandonun Musevi zengin komandonun sponsoru olduğu bir okul, çok batılı eğitim sistemini öngören bir okul açılıyor ve buna Yahudi cemaatinden büyük tepkiler oluşuyor. Hatta işte padişaha gidiyorlar, şikayet ediyorlar. Böyle bir takım olaylar oluyor. Benzer şeyler Rum cemaati içinde de oluyor, bildiğim kadarıyla olmuş. Benzer paralel bir gelişme Ermeni cemaati içinde elit, bahsettiğiniz elit, Ermeni elit ile genel Ermeni halk arasında oluştu mu? Benzer bir paralellikten bahsedebilir miyiz? Oui, il faut absolument mettre en parallèle. Le processus est quasiment le même pour les Juifs, les Grecs et les Arméniens. Et le modèle éducatif, il est clairement européen, principalement français. Hein, ils étaient assez dominants à l'époque. En fait, vous rentrez dans une école grecque, juive ou arménienne, vous ne voyez pas la différence avec le programme qui est développé dans une école en France à la même époque. Ils suivent quasiment l'évolution, dans pas mal de cas, les manuels scolaires, ils étaient parfois, pour les mathématiques, la physique, la chimie, ils étaient quasiment traduits directement. Par exemple, les pères méquitaristes publiaient régulièrement les manuels scolaires qui étaient distribués ici dans les écoles. Vous savez, le patriarcat arménien d'Istanbul, il gérait 2000 établissements scolaires. Il y avait environ 250 fonctionnaires qui s'occupaient que de ça. Donc, de l'élaboration des programmes, de la préparation des examens, c'était des inspecteurs qui allaient d'école en école. C'était standardisé le système, ça c'est clair. Alors, si on fait un parallèle maintenant avec la population musulmane, il est évident qu'en dehors de quelques écoles d'élite, notamment créées des lycées ou écoles militaires, etc., qui ont été créées principalement à l'époque d'Abdulhamid, qui était un moderniste. Il a laissé une mauvaise mémoire, mais c'est un moderniste. Mais ça reste des cas extrêmement limités, et la plupart des gamins des populations musulmanes